Pauline Marois a dévoilé hier qui fera partie du comité stratégique sur la souveraineté. Le comité de 12 membres devra mettre à jour 148 études sur la souveraineté et aura aussi à réfléchir sur les meilleurs moyens d'accéder à la souveraineté. Le chroniqueur politique, sociologue Mathieu Bock-Côté a réfléchi sur l'échec de la souveraineté ou du souverainisme. En tout cas, il vient d'écrire le livre Fin de cycle aux origines du malaise politique québécois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous dites ce matin que par ce comité, le Parti québécois veut tenter de trouver une réponse à une question qui ne se pose plus vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est que pendant 40 ans, et peut-être même un peu plus, la question nationale était la question politique fondatrice au Québec. C'est-à-dire, on se divisait en fonction de la question nationale. Les coalitions politiques se bâtissaient autour d'elle. Or, manifestement, depuis une dizaine d'années, je le documente dans le livre, depuis une dizaine d'années, la question nationale intéresse de moins en moins les Québécois. Ils se replient soit dans l'intimité, soit dans l'abstention, soit ils vont voter ailleurs sur le mode protestataire pour chercher à sortir de l'espace politique qui a été constitué avec la Révolution tranquille. Donc, je dis de l'indépendance qu'en ce moment, c'est une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Oui. Ils ont probablement tort de ne plus se la poser, mais je constate qu'ils ne se la posent plus. Mais ont-ils raison d'avoir ce comité et de se pencher sur la question? Je vois ce comité, c'est une initiative louable, mais un peu superficielle dans un contexte où les tendances lourdes qui jouent à la dislocation de la question nationale sont beaucoup plus puissantes, je crois. Ce qu'on constate aujourd'hui, je pense, au Québec, c'est on fait le bilan de la Révolution tranquille dans ses différentes dimensions. Le modèle social québécois, le rapport à la question linguistique. Autrefois, c'était la loi 101, maintenant, c'est les revendications du bilinguisme dès le berceau. Eh bien, sur le troisième point, c'est la question nationale, tout simplement, la question de l'indépendance. Nous constatons une chose, c'est que le souverainisme, comme projet politique, cette espèce d'accouplement de la souveraineté, plus de social-démocratie, tout ça, le souverainisme a échoué. Ce n'est pas une bataille qui était perdue, c'est au terme de cette bataille, on doit constater que ce projet-là n'aboutira pas. Ça ne veut pas dire que l'idée d'indépendance va mourir, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas renaître, mais le cadre historique dans lequel ce projet s'est concrétisé a pris forme. Ce cadre historique est derrière nous. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce comité qui doit réfléchir sur la question pourrait en arriver un peu aux mêmes conclusions que vous, à savoir que la question ne se pose plus? Je crois qu'ils devront, peu importe la solution qu'ils vont proposer, je pense qu'ils doivent partir du même constat. C'est-à-dire, imaginons qu'on soit un souverainiste militant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peu importe qu'on analyse ou non, qu'on soit un souverainiste militant. La première chose à faire, ce n'est pas de se faire croire que la cause va très bien et qu'il suffit que les astres s'alignent autrement pour que d'un coup l'indépendance advienne. Il faut constater, il faut regarder qu'est-ce qui fait que ce projet n'est jamais parvenu à dépasser un certain stade, par exemple, au-delà du 50 % de manière durable? Qu'est-ce qui fait que ce projet n'a pas abouti en 80? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas abouti en 95? Est-ce que c'est vraiment ce que les Québécois n'avaient pas compris? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient ambivalents, comme on a dit, parce qu'ils avaient peur? Ou parce que dans le projet souverainiste lui-même, il y avait des erreurs de fond qui sont remontées à la surface peu à peu? Et comment faire en sorte, comment livrer une pédagogie de la question nationale aujourd'hui aux Québécois? Comment leur rappeler que cette question qui ne se posera plus comme elle se posait hier demeure importante? Quels sont les fondements de la question nationale qu'on doit préserver? C'est une question que ce comité devrait se poser. Vous pourriez dire au comité, balayons ces 148 études qui ont été menées, qui doivent vous inspirer et repartons sur une nouvelle base? Qui peuvent actualiser les 148 études, ils peuvent même en actualiser 10 de plus s'ils le veulent. Mais ce qu'ils doivent réfléchir, ce à quoi ils doivent réfléchir, c'est au fondement de la question nationale au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une question nationale au Québec? Qu'est-ce qui fait en sorte que les Québécois ne s'y intéressent plus? Qu'est-ce qui fait qu'ils veulent croire à l'illusion d'une normalité idéologique quand désormais on nous dit c'est gauche-droite, comme dans toutes les sociétés occidentales? Est-ce que c'est pas la CAQ qui a répondu de cette façon-là, à cette question-là? Je crois que la CAQ, en ce moment, ce qui fait sa force, c'est qu'elle a deviné, elle a eu l'intuition du malaise québécois, c'est-à-dire cette lassitude par rapport à la question nationale, qui est pas... Chez d'autres, ça prend la forme d'une exaspération. Une certaine droite assez marquée, la nouvelle droite, nous dit à Québec, non seulement elle nous lasse, mais elle nous exaspère. Donc, lassitude par rapport à la question nationale, la CAQ a répondu à ça. Reste à voir, cela dit, si la CAQ va décider de porter une forme de nationalisme de centre-droit, de nationalisme de conservation, c'est-à-dire on a peut-être échoué l'indépendance, mais ça ne veut pas dire que la question du Québec ne se pose plus. Ou est-ce que la CAQ va décider de dire pragmatisme gestionnaire, centrisme à tout prix, politique médiatique, et en négligeant, autrement dit, les fondements de la politique québécoise? Peut-être que la régression de la CAQ en ce moment, c'est parce qu'elle se contente d'un discours trop superficiel sur une question qui demeure importante, même si elle ne se posera plus comme hier. Alors, vous pouvez, vous, entrevoir un parti de droite qui pourrait faire la promotion de la souveraineté? C'est une hypothèse. Historiquement, l'indépendance a des origines pré-révolutionnaires. Elle précède la Révolution tranquille. C'est un projet qui n'appartient pas en tant que tel à la gauche ou à la droite. L'erreur des souverainistes depuis 60, mais surtout depuis les années 70, c'est qu'ils ont dit souveraineté et progressisme, souveraineté, modèle québécois vont nécessairement ensemble. Ils ont oublié une chose, c'est que des nationalistes québécois, il y en a à gauche, il y en a au centre, il y en a à droite. Et c'est à défaut d'avoir su rassembler cette grande famille du Québec d'abord, cette grande famille du Québec nationaliste autour de la souveraineté,
que le projet a peut-être échoué. Autrement dit, en ayant voulu coller la souveraineté à une idéologie en particulier, on trouve peut-être l'une des causes les plus profondes de l'échec de l'indépendance telle qu'on l'a poursuivi depuis 40 ans. Maintenant, je vous pose la question parce qu'on fait beaucoup cette hypothèse-là en disant qu'avec un parti conservateur, un gouvernement conservateur comme on l'a présentement, ça pourrait faire en sorte de relancer l'idée de la souveraineté au Québec. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ça reste à voir. C'est-à-dire, il faut distinguer deux choses là-dedans. Il y a dans le gouvernement conservateur à Ottawa quelque chose de, je dirais, profondément canadien-anglais au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire un mépris pour le Québec, la nomination d'unilingue anglophone systématiquement, le retour au bibelot monarchiste. Le poids démographique aussi. Donc, le poids démographique, et ça aussi, c'est une chose qu'on n'a pas oublié. Le poids démographique du Québec dans le Canada régresse. Le Canada anglais, je dirais, quelquefois, le Québec n'est pas parvenu à se libérer du Canada, mais le Canada est en train de se libérer du Québec. Il est en train de marginaliser le Québec. Ça ne change pas, ça, qu'on échoue. Échouer l'indépendance a des conséquences négatives, ça ne faut pas l'oublier. Mais donc, cela dit, ce qu'on peut espérer, c'est que si on veut polariser sur le gouvernement Harper, qu'on polarise sur les bonnes choses, pas sur des questions superficielles qui relèvent des choix politiques, les jeunes contrevenants. On sait, les Québécois sont divisés sur les jeunes contrevenants. C'est pas une question qui divise le Canada et le Québec. Et il y en a des progressistes au Canada anglais. Il y a les Canadiens anglais de gauche. On ne se sépare pas d'un pays parce qu'on est en désaccord avec le programme de son gouvernement. On se sépare d'un pays pour constituer le sien à partir de sa propre culture, de son histoire. Secondes. Quel pourrait être le choc électrique qui ferait en sorte que tout à coup, il y aurait finalement cette unanimité ou du moins une grande majorité rassemblée autour de l'indépendance en quelque sorte? Si j'avais la solution, croyez-moi, j'aurais écrit un autre livre. Ce que je peux espérer, cela dit, c'est que les Québécois n'oublient pas qu'ils ont un jour souhaité l'indépendance pour un jour la redécouvrir comme un idéal et peut-être même comme un projet. Peut-être que vous auriez lancé un parti, qui sait? Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Au revoir.